Merci Isabelle Florennes, merci beaucoup de nous accompagner pendant cette première demi-heure. Vous êtes élue des Hauts-de-Seine, membre du groupe Union Centriste ici au Sénat et porte-parole du MoDem, dont le congrès a eu lieu ce week-end et François Bayrou a été réélu. On va en reparler dans quelques instants. D'abord, on a vu dans le journal cette attaque terroriste à Moscou vendredi soir, revendiquée par l'État islamique. C'est la plus meurtrière sur le sol européen, revendiquée par l'État islamique. Et la France, qui hier soir a donc relevé son niveau d'alerte au niveau urgence attentat. Est-ce qu'on augmente notre niveau de sécurité? Parce que ça veut dire que nous aussi, on avait un peu baissé la garde face à cette menace terroriste. Je ne pense pas qu'il y avait une baisse de la garde. La France a une vigilance quand même importante. On sait qu'on fait partie des pays très clairement menacés par l'État islamique depuis nombreuses années, malheureusement. Et je pense que cette décision est bonne, elle est logique. Je crois que le gouvernement, sur ces questions, l'a toujours dit et que le Conseil de défense était nécessaire. Effectivement, cette attaque et cet attentat est très, très meurtrier, l'un des plus meurtriers sur le sol russe, et que ça nécessite une réaction française, évidemment, et puis également une vigilance plus large au niveau européen. De toute façon, on en parlera, mais on est quand même dans un moment important en France, de préparation notamment des Jeux Olympiques. Donc ça nécessite de mettre tous les moyens, dès à présent, sur le terrain, et c'est ce qui permet cet état de vigilance renforcé. Et on va en parler tout de suite de la sécurité des Jeux Olympiques, puisque c'est évidemment la question qui se pose après le relèvement de cette alerte au niveau urgence attentat. Pour en parler, on retrouve Jacques Paquier. Bonjour Jacques, merci beaucoup d'être avec nous, directeur de la rédaction du journal du Grand Paris. La sécurité des Jeux Olympiques, Jacques, évidemment, elle est au cœur des préoccupations. Et d'ailleurs, il y a un rapport qui sera rendu au Sénat cette semaine. Absolument, je voulais demander à la sénatrice Florennes ce qu'elle attendait de ce rapport. Je crois que c'est Laurent Lafont, notamment le sénateur du Val-de-Marne, qui avait déjà animé les travaux consécutifs à une, je crois que c'était une finale qui s'était pas très bien déroulée au Stade de France et qui avait quelque part suscité des inquiétudes. Donc ce rapport d'Agnès Canaillet, de Marie-Pierre de la Gontrie, s'inscrit dans la mission de suivi de l'application de la loi du 19 mai 2023, dite loi JOP. Isabelle Florennes, vous le savez, il y a une grande ambition festive avec cette cérémonie attendue sur les rives de la Seine. Et quels sont vos points de vigilance? Est-ce que vous estimez que, compte tenu de la situation internationale, il y a lieu de s'inquiéter ou est-ce que tout est mis en œuvre pour que tout se passe bien? Alors moi, je suis plutôt... je pense qu'il faut être confiant. Que le gouvernement a pris les mesures et a mis les moyens et nous annonce, et en tout cas la dernière audition que nous avons eue au Sénat, Gérald Darmanin, sur ce point, nous a redonné des chiffres de mobilisation, notamment des forces de l'ordre, 45 000 forces de l'ordre mobilisées, notamment pour cette période, ce qui est quand même plutôt rassurant. Les points de vigilance, me semble-t-il, avec le rapport de Mme Canaillet et Mme de la Gontrie, j'ai déjà lu leurs déclarations suite aux auditions. C'est clair que les mesures de criblage, notamment des personnels, qui vont monter jusqu'à 1 million de personnes criblées, c'est-à-dire ce renforcement du contrôle des personnes et des intervenants me semble bien fonctionner jusqu'à présent. Les périmètres, en tout cas l'information nécessaire nous est, me semble-t-il, donné. On va tout faire, on est confiant parce qu'on se dit qu'on va tout faire pour que tout se passe bien. Évidemment, le contexte international nous incite à cette vigilance. Moi, je suis plutôt confiante et je suis aussi confiante dans la mission de contrôle qu'exerce le Sénat et que font très bien les sénateurs et les sénatrices dans ce domaine. Et en tout cas, je reste confiante. Je veux dire, il y a les forces de l'ordre, il y a la préfecture de police avec le préfet Nunez qui rend compte aussi régulièrement de ce travail. Il y a aussi tout un travail d'engagement qui est fait sur le terrain par les gendarmes, les policiers. Je pense aussi à cet engagement citoyen des réservistes. Donc, je connais l'effort qui est fait dans ce domaine. C'est la responsabilité de chacun et la vigilance aussi de chacun sur le terrain. Jacques, oui, pardon, vous aviez une autre question sur les Jeux Olympiques, je crois.
Absolument. Non, juste pour faire suite à la première, c'était sur la sécurisation des moyens de transport. C'est un des points sur lesquels travaillent les deux sénatrices et je sais que c'est un des points auxquels vous vous intéressez au plan national, Madame Florennes. Est-ce que là-dessus, il y a des modifications législatives qui sont nécessaires ? Alors, sur l'immédiat, oui, je me suis intéressée parce qu'on a justement voté une proposition de loi de M. Tabarot sur la sécurité dans les transports qui permet justement, notamment, j'avais déposé un amendement et j'étais heureuse qu'il soit adopté sur ce qu'on appelle les fouilles préventives, les palpations préventives dans les gares. Moi, je souhaite qu'on donne aux forces de sécurité des transports le maximum de moyens d'intervention. Je ne sais pas si cette proposition de loi qui est maintenant en route vers l'Assemblée nationale sera votée d'ici là, mais en tout cas, donnons aux forces de sécurité, et notamment aux forces de sécurité de la SNCF et de la RATP, le maximum de moyens d'intervention. Elles seront complémentaires de la police et des forces de gendarmerie. Donc vous voyez, là c'était bien notre enjeu pour cet événement, mais aussi évidemment pour la suite. Je voulais vous demander, pour finir, si vous estimez qu'il y a un risque, j'allais dire, social, est-ce que vous considérez qu'il faudrait proscrire toute grève, notamment quand on sait que des syndicats ont déposé un préavis qui court jusqu'à septembre ? Oui, il y a cette menace, effectivement, de mouvements sociaux agités par une partie de la gauche régulièrement, extrême gauche, la France insoumise. Bon, je pense que, d'une part, les organisations, en tout cas les opérateurs de transport, en tout cas la RATP, la SNCF, ont fait d'énormes efforts, la police également, pour de négociations avec leur personnel. Et puis, il y a des primes qui ont été d'ores et déjà annoncées. Donc ça va dans le bon sens, dans le sens du dialogue social. Et puis ensuite, effectivement, on ne peut pas interdire le droit de grève. Nous, on a une proposition de loi qui arrive. J'espère qu'elle sera inscrite. Et c'est la proposition de loi d'Hervé Marseille sur l'encadrement des jours de grève. Moi, j'espère qu'on puisse sortir à un moment, si vous voulez, de cette menace permanente des mouvements sociaux. Il y a un moment, là, je crois que les gens sont responsables et que tout le monde va se mettre autour de la table pour faire en sorte que cet événement soit vraiment une fête et que nous y soyons tous mobilisés. Merci Jacques Paquet d'avoir été avec nous. La une du journal du Grand Paris, c'est l'Île-de-France, place forte des salons et des congrès. Merci beaucoup Jacques d'avoir été avec nous. On va parler d'une autre actualité, c'est les dépenses publiques. Demain, à cette heure-ci, on connaîtra les chiffres de l'INSEE. Ils ne s'annoncent pas bons, notamment les chiffres du déficit. Jean-François Husson, qui est le rapporteur général du budget, est allé vendredi à Bercy pour mener ce qu'il a appelé une opération vérité. Sur ces chiffres, il a eu raison de le faire. C'est son pouvoir. C'est le pouvoir du rapporteur général du budget que de pouvoir se rendre justement dans l'administration et en l'occurrence, il a la possibilité de le faire et c'est un pouvoir de contrôle qu'il faut encourager. En tout cas, moi, je suis pour ce pouvoir du Parlement. Après, la manière de le faire, moi, je considère que c'est effectivement un coup politique. Est-ce qu'il fallait le faire maintenant ? Il aurait peut-être été intéressant qu'il le partage aussi avec la majorité sénatoriale, puisque mes collègues... Vous n'étiez pas au courant, vous ? Bien sûr que non. Et mes collègues qui appartiennent à la commission des finances du groupe Union Centriste n'étaient pas informés. On l'a appris via les réseaux sociaux. Je trouve cette façon de faire peut-être un peu dommage dans cette majorité. En tout cas, c'est un coup politique. Est-ce qu'il fallait le faire maintenant ? Est-ce qu'on n'a pas besoin de se dire qu'à un moment, on travaille aussi ensemble sur ces questions ? Je pense que c'est plutôt la méthode que je souhaite. Sur les économies, puisque le gouvernement a déjà annoncé 10 milliards pour cette année, 20 milliards pour l'année prochaine, la Cour des comptes dit qu'il faudra 50 milliards d'ici 2027. Est-ce qu'il faut aller plus loin que les économies déjà annoncées ? Et sur les super profits, Yael Braun-Pivet, elle a redit vendredi qu'elle était favorable à une taxe sur les super profits. Bruno Le Maire a immédiatement fermé la porte. Vous le regrettez ? Oui, moi je regrette. De toute façon, l'Union centriste a porté également ces sujets de taxation des profits, de taxation des entreprises qui ont fait des bénéfices très importants, notamment lors de la crise ou dans le domaine de l'énergie. Donc le groupe Union centriste
a toujours régulièrement porté ces amendements. Dans le projet de loi de finances, ils ont toujours été balayés par le gouvernement, et au Sénat et à l'Assemblée nationale. Là, il faut reposer la question. Il ne faut pas avoir peur de ces sujets de taxation. Jean-Paul Mattei, au groupe démocrate à l'Assemblée nationale, en a encore reparlé. Oui, c'est le groupe Modem. On a reparlé. Il ne faut pas de tabou. François Bayrou l'a redit ce week-end sur ces questions fiscales. Marc Fesneau l'a redit également. Ça veut dire qu'il faut pas de tabou sur les hausses d'impôts non plus. Pas il faut de tabou, pas fermer la porte aux hausses d'impôts. sur des ciblages. Sur ces questions, pas refuser le débat sur ces sujets. Y compris sur les hausses d'impôts. C'est ce qu'on demande. En tout cas, on cible ces taxations sur des sujets et des secteurs très particuliers. Et je pense que là, il faut avoir ce dialogue avec le ministre des Finances et pas le refuser. Et j'aimerais qu'on puisse l'avoir avec lui. Il refuse? Pour l'instant, oui. On va parler de ce qui s'est passé jeudi dernier. Les sénateurs n'ont pas ratifié le CETA, ce traité de libre-échange entre Canada et Union européenne, un rejet rendu possible par une alliance entre communistes et républicains. Et votre groupe centriste n'a pas du tout apprécié, allant jusqu'à quitter l'hémicycle. On voit tout ça avec Alex Poussat. Bonjour Alex. Bonjour Ariane, bonjour Isabelle Floren. Bonjour. Alex, rien ne va plus au sein de la majorité du Sénat entre républicains et centristes depuis jeudi dernier, ce débat sur le CETA. Oui, alors on le rappelle, jeudi dernier, les sénateurs communistes avaient mis dans leur ordre du jour réservé qu'on appelle la niche parlementaire, eh bien ils avaient mis le texte de ratification du CETA, ce traité d'accord de libre-échange entre le Canada et l'Union européenne. Alors dans le camp des partisans de ce traité, il y avait une minorité de sénateurs, les petits groupes de la majorité présidentielle, Renaissance, Indépendants, et puis les sénateurs centristes. Et puis en face, il y avait une majorité d'opposants à ce traité d'accord de libre-échange avec une alliance originale entre la gauche et une grande partie des sénateurs de droite, les Républicains, ce qui voulait dire que la majorité traditionnelle de droite et du centre du Sénat était divisée sur le fond. Alors le débat a eu lieu, mais il y avait une heure limite pour que le vote sur ce texte ait lieu. Et donc Bruno Retailleau, à un moment, le patron des sénateurs les Républicains, a pris la parole pour demander d'accélérer les débats car il estimait que le camp d'en face les faisait traîner pour éviter un vote, ce qu'on appelle dans le jargon de l'obstruction. Écoutez Bruno Retailleau. On le voit bien depuis ce matin, il y a une volonté d'obstruction qui est manifeste. Les uns et les autres ont pu s'exprimer. On entend d'ailleurs revenir comme sur un disque rayé à chaque fois les mêmes arguments. Donc je soumets, et vous allez soumettre, si vous le voulez bien, Monsieur le Président, aux voix l'application de notre article 38. L'article 38 du règlement du Sénat qui restreint les prises de parole de chaque groupe, et l'utilisation de cet article a provoqué la colère froide du patron des sénateurs centristes, Hervé Marseille. Écoutez. Puisque tout est fait pour que le vote soit organisé avec une certaine tendance, le plus simple, c'est qu'on vous laisse entre vous. Moi, je vais demander à mes collègues de sortir, puisqu'on ne peut plus parler. Et puis comme ça, vous pourrez continuer tant que vous voulez. Merci. Et après la sortie des sénateurs centristes, également des sénateurs de la majorité présidentielle, eh bien au final, les Républicains et la gauche ont pu voter et rejeter l'essentiel du traité de libre-échange du CETA. Mais cet épisode très tendu va quand même laisser des traces au sein de la majorité sénatoriale entre les LR et les centristes, même si après le vote, Bruno Retailleau faisait mine que tout allait bien avec son homologue centriste Hervé Marseille. Ça reste à la fois un ami et un allié. On a utilisé l'article 38 ensemble avec Hervé au moment des retraites, parce qu'il y avait l'obstruction, cette fois-ci de la gauche. Et là, on a bien vu qu'il y avait aussi une obstruction. Il y avait simplement 4 heures. Et ça fait 5 ans qu'on attend de débattre, ça fait 5 ans qu'on attend de voter. Je pense que quand on est attaché au Sénat, eh bien je pense qu'on voulait que le Sénat puisse se prononcer. Parce que sinon, s'il n'y avait pas eu l'utilisation de cet article 38, eh bien le Sénat n'aurait pas pu débattre jusqu'au bout, ni voter. Isabelle Floren, est-ce que vous reconnaissez que les centristes sont un peu tombés dans le jeu de l'obstruction, c'est-à-dire qu'ils ont fait traîner les débats pour éviter un vote sur le CETA ? On a été clair dès le départ, nous. L'Union centriste a déposé une motion de renvoi. Ça veut dire qu'on ne souhaitait pas que ce texte puisse être étudié
lors d'une niche parlementaire de cette façon. Pourquoi refuser le débat ? D'une part, nous dénoncions, et Hervé Marseille l'a redit, cette alliance quelque part de la carpe et du lapin. Il ne faut quand même pas exagérer. Une alliance telle que celle LR communiste sur ce sujet nous semblait quand même quelque peu bizarre. Voilà, on l'a dit. Et puis, la façon dont les débats et dont les rapports ont été faits, avec, comme l'a redit Hervé Marseille, deux rapporteurs qui étaient plutôt des procureurs à charge contre le CETA. Donc, effectivement, ce débat... Donc le débat était biaisé, l'organisation de ce débat au Sénat était biaisée. L'organisation de ce débat, nous ne la souhaitions pas dans le cadre d'un espace réservé au groupe communiste, puis nous souhaitions que ce débat soit porté aussi par le gouvernement. Et c'était aussi à la charge du gouvernement. On aurait aimé d'ailleurs que le ministre nous soutienne sur cette motion de renvoi. Il a été un peu discret sur ce sujet, mais en tout cas... voilà, on trouve cette façon d'amener un débat sur un accord de libre-échange très favorable, il faut le rappeler, favorable à la France. 250 millions d'euros qui reviennent aux Français, qui reviennent notamment sur le secteur agricole. Donc là, on avait un débat à charge contre cet accord de libre-échange sur lequel nous sommes favorables, et nous sommes dans l'Union européenne et nous avons délégué les pouvoirs, je le rappelle, à la Commission européenne, au Conseil européen pour ces négociations avec des partenaires qui est quand même le Canada, Alex, je le rappelle. Oui. Sur la fracture. Sur la fracture entre LR et centristes. Au sein de la majorité sénatoriale, le fait que les sénateurs, les Républicains, demandent de restreindre les prises de parole de leurs alliés centristes. Est-ce que cet épisode va laisser des traces au sein de la majorité au Sénat ? On le verra bien cette semaine, comment les discussions reprennent. Moi, je dis simplement que nous ne sommes pas dupes du moment dans lequel intervient ce débat. Et nous l'avons dénoncé à 3 mois d'une échéance européenne. Là, ça veut dire qu'ils ont fait de la politique, absolument, les LR. Mais ils ont fait. Moi, ce que je me demande, c'est quand même. Prenons l'exemple de cet accord. Il a été initié par Jacques Chirac. Il a été négocié par Nicolas Sarkozy. Et il est signé sous François Hollande. Je dis simplement les LR, où êtes-vous ? Où êtes-vous maintenant par rapport aux questions européennes ? Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy, et maintenant, vous êtes contre un accord qui est un accord de libre-échange favorable, qui est un accord négocié favorable à la France, sur lequel, effectivement, il y a des points de tension actuels sur certains sujets. Mais je dis bien, où êtes-vous maintenant ? Où en êtes-vous par rapport à l'Europe ? Moi, ce que j'ai entendu jeudi dans l'hémicycle, c'est un discours de sortie d'un certain nombre d'interventions, de sortie de l'Union européenne. À partir du moment où vous remettez en cause les traités européens, la façon de négocier au niveau européen, vous vous mettez à côté de l'Europe. Donc moi, c'est ça qui m'inquiète surtout sur cette question européenne. C'est un discours qui se rapproche de plus en plus de celui du Rassemblement national eurosceptique. C'est un discours... Je crois que le Rassemblement national, malheureusement, est en train de cannibaliser une partie de la droite française. Sur un certain nombre de sujets, on le voit bien, que les LR sont à la remorque d'un discours de sortie, notamment sur les institutions européennes. C'est pas le premier sujet qui arrive, c'est pas qu'au mois de mars, c'était déjà au mois de novembre, c'était déjà au mois de décembre, sur un certain nombre de sujets, notamment sur la question de l'immigration, sur les questions constitutionnelles, sur la sortie et sur la remise en cause de l'état de droit. Il y a de plus en plus de désaccords de fond, vraiment, entre vous. Est-ce que la majorité sénatoriale peut tenir dans cette condition ? Est-ce qu'aujourd'hui, les LR peuvent encore être vos alliés ? Il y a des désaccords de fond que l'on peut acter très clairement actuellement sur la question européenne. Et d'ailleurs, vous avez bien vu que l'UDI, cette semaine et ce week-end, a pris un engagement de participer et de soutenir la liste Renaissance, Modem, et Horizon et ce rassemblement des Européens. Mais c'est tenable, ça, pour l'UDI, enfin pour l'UDI et pour le groupe centriste. Est-ce que vous pouvez être allié au LR ici au Sénat et allié à la majorité présidentielle sur un certain nombre de questions, nous sommes tout à fait d'accord dans la majorité sénatoriale pour travailler sur un certain nombre de sujets. Nous travaillons ensemble et nous portons des rapports ensemble. Et je crois que c'est une alliance pragmatique, mais il est vrai qu'à 3 mois des européennes, sur la question européenne, il y a des vraies différences. Il faut les acter, on les a actées jeudi dernier. Il faut se mettre après sur la table, car sur un certain nombre d'autres sujets, et on en a parlé sur la question du contrôle de l'évaluation, nous fonctionnons très bien dans nos commissions. Mais je crois qu'il faut faire attention que chacun
chacun se regarde son projet et éviter peut-être que le Sénat soit une caisse de résonance de la campagne des européennes, une caisse de résonance permanente à l'image de ce que est peut-être la dérive de l'Assemblée nationale. On va parler justement des européennes. Est-ce que vous trouvez qu'aujourd'hui la campagne de la majorité présidentielle est trop focalisée sur le Rassemblement national ? Oui, je le regrette parfois un peu parce que je crois qu'il faut maintenant se lancer, et nous l'avons fait ce week-end à Blois au congrès du MoDem, sur notre programme. Notre programme, il est clair, nous avons besoin d'Europe, c'est le slogan, mais besoin d'Europe. L'Europe, elle nous protège, mais comme l'a dit Jean-Louis Bourlange, et je reprendrai bien ces mots, il faut que nous la protégions maintenant. Cette Europe, elle nous apporte beaucoup. Nous sommes tous autour de la table engagés depuis de nombreuses années sur ces sujets pour respecter effectivement les traités européens. L'Europe, on l'a rappelé ce week-end. Heureusement qu'on l'a eu pendant la crise Covid. Heureusement qu'on l'a maintenant par rapport au conflit en Ukraine et au conflit international à nos portes et puis au-delà au Proche-Orient. Vraiment, on l'a rappelé, on a besoin et on est très heureux d'avoir élargi notre rassemblement et d'avoir embarqué avec nous tous les centristes. Et ça, c'était important pour construire et commencer à construire ce rassemblement central qui est nécessaire. Et on sait que les places, elles seront chères sur cette liste. Oui, quelle sera la place du MoDem ? On a 6 députés européens sortants. On espère donc vous en pouvoir demandez les encore garder. 6 ? Et oui, et on espère, on a cette place. Ils sont engagés, ils ont un bon bilan, ils ont participé aux travaux. On a Marie-Pierre Védrenne qui est présidente de la délégation française du groupe Renew. Mais donc vous en demandez 6 en places éligibles. Ça va jusqu'où les places éligibles pour vous ? Au maximum, j'espère les 22 et les 23 que nous avions. C'est ça, c'est là-dessus qu'on va se battre. C'est retrouver le niveau, pour l'instant, les sondages varient, fluctuent, ils remontent. Le dernier sondage IFOP nous donne un peu d'espoir. Donc on va tout faire dès le mois d'avril pour tous partir en campagne unis et défendre les couleurs de l'Europe. Vous savez que nous y sommes très attachés. Et vous pensez vraiment pouvoir rattraper Jordan Bardella ? Écoutez, le pire n'est jamais sûr. Donc on va se battre, on va tout faire. On a un peu de retard, on a trop de retard pour le moment, mais je crois que les Français sont aussi sensibles à l'Europe. Il faut leur expliquer toujours un peu plus au plus près du terrain ce qu'elle leur apporte et le devoir qu'on a de se protéger pour les générations futures. Et Alex, on parlera d'Europe avec vous dans le club tout à l'heure. Et oui, on parlera du ralliement du parti centriste, l'UDI, à la liste de la majorité présidentielle de Valérie Ayé. Ce sera à suivre dans le club. Merci Alex, merci beaucoup. Une dernière question, puisque vous êtes porte-parole du MoDem et qu'il y avait le congrès du MoDem ce week-end. François Bayrou a été réélu pour 3 ans à la tête de votre parti. À de nombreuses reprises, le MoDem a pris ses distances avec Renaissance. Est-ce que vous êtes toujours un partenaire fidèle et loyal d'Emmanuel Macron ? Il n'y a pas de problème là-dessus. Il l'a réaffirmé. Stéphane Séjourné était là, Valérie Ayé était là, Yael Braun-Pivet nous a fait aussi le plaisir d'être là. Oui, je pense qu'on peut avoir des divergences de vues, mais on est engagé avec Emmanuel Macron depuis 2017. Là, il y a un sujet qui arrive, qui me semble intéressant pour réunir la majorité, c'est la question de la proportionnelle. On peut élargir, c'est une représentation plus juste des Français. Je pense que les Français l'attendent. Il y a eu de nombreux sondages sur ce sujet. François Bayrou l'a réaffirmé ce week-end. Il a dit qu'il faudrait même peut-être passer par le référendum pour approuver ce nouveau système. Yael Braun-Pivet compte le porter. Moi, j'y suis très favorable. Avec Gérard Larcher, puisqu'on parle d'une initiative transpartisane. Ça serait formidable. Ça serait formidable. Je crois que les Français attendent d'être mieux représentés. On a bien vu que cette Assemblée nationale... Sauf que c'est une promesse de campagne d'Emmanuel Macron, elle n'a jamais vu le jour. Vous y croyez ? Je le regrette. J'y crois toujours. Je pense qu'il faut être tenace. Il ne faut jamais renoncer à ce dont on est sûr et on croit. Cette juste représentation que nous souhaitons, je souhaite que le maximum de centristes la portent et que nous puissions avancer sur ce sujet dans les mois qui viennent. Merci Isabelle Florennes, merci beaucoup d'avoir été notre invitée.